Première table ronde qui va s'intituler, alors je invite tous les intervenants à monter sur scène pendant que j'explique de quoi on va parler, faciliter la création d'entreprises et de projets. Au fond, on va se poser quelques questions avec Stéphanie Savel, qui est présidente de WICID. La place de la finance participative dans la création des entreprises et des projets est-elle déjà intégrée par les acteurs économiques? Le co-investissement, le crowdfunding est-il un mouvement de fond? Et si oui, comment trouver le bon projet? Donc Stéphanie, je te laisse soit te mettre là à côté d'eux, soit tu te mets là, c'est comme tu veux. Voilà, tout le monde est là. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Première table ronde avec un sujet qui l'année dernière était à peine abordé. Finalement, comme le disait Nicolas, la finance participative concerne de plus en plus des projets économiques. On va centrer notre propos sur cette question-là avec une belle table ronde et un beau plateau, comme on dit. Je vais les laisser se présenter rapidement. Camille, à toi. Bonjour, Camille Mollard, je suis donc vice-présidente de l'association Financement Participatif France et également responsable du développement du financement participatif chez My Major Company. Bonjour, David Pouyanne, je suis président de Réseau Entreprendre, mais avant ça, je suis entrepreneur. Et accessoirement, dans ma vie professionnelle, j'étais aussi président, directeur général d'une petite banque familiale. Bonjour, je suis investisseur en capital risque et je suis aussi coprésidente d'une association qui s'appelle France Digital. Bonjour, donc je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle Running Heroes et qui a effectué sa première levée de fonds en crowd equity, donc via la plateforme Anaxago. Et pour la petite histoire, j'ai aussi réalisé plus récemment une campagne de financement participatif via KissKissBankBank, mais qui celle-ci a échoué, donc j'ai un petit peu les deux versants. Bonjour, bonjour, Ibrahim Jabarati, je suis fondateur de Next Vision. J'étais lauréat des réseaux entreprendre et Valdemar Actif et j'ai réalisé une campagne de crowdfunding à travers la plateforme Affectieuse. Alors pour commencer, dans la préparation de cette table ronde, on a finalement décidé de centrer les échanges sur trois axes prioritaires ou trois questions. La première, et chacun va donner son point de vue là-dessus, c'est d'explorer la place du crowdfunding dans la création d'entreprises ou de projets. Mais on a beaucoup parlé de création d'entreprises. À quelles problématiques, à quelles attentes ça répond, et comment ça se positionne finalement dans la société. On a vu dans le résultat du sondage tout à l'heure il y a des vraies motivations qui sont exprimées, notamment de financement de l'économie. C'est pas simplement le coup de cœur comme on a peut-être un peu tendance à le penser. Donc aujourd'hui, on va déconstruire quelques idées reçues par rapport à il y a un an. Donc les uns et les autres, quelle est votre vision de ce sujet? Quelle place le crowdfunding tient-il dans la société? Alors on va essayer d'éviter la question un peu bateau. Est-ce que c'est un mouvement de fond ou un phénomène de mode? Donc ne répondez pas à cette question s'il vous plaît. Mais ça répond de votre point de vue à quelles problématiques et à quelles attentes. David, on commence par vous. Moi, j'ai envie de dire un truc là tout de suite. Il y a une première idée reçue que j'entendais beaucoup l'année dernière au même endroit, et je crois que les choses se sont rétablies depuis. C'est que le crowdfunding à destination des entreprises n'est pas qu'un marché d'equity, n'est pas qu'un marché de capital, c'est aussi un marché de prêt. Et les acteurs traditionnels du don ou de l'equity sont en train de s'en apercevoir, puisque globalement, beaucoup d'entre elles sont en train de monter des offres de prêts aux entreprises. C'est la première chose que j'ai envie de dire. Ensuite, sur l'intention des contributeurs, je pense que le crowdfunding, il permet à la fois peut-être de bénéficier d'un intérêt ou d'un placement différencié pour son épargne, donc il y a un intérêt financier, mais aussi ça peut très bien se mixer avec un intérêt, on va dire, de don, enfin un intérêt de partage, un intérêt collaboratif, un intérêt sociétal. Et c'est la seule chose que j'allais dire pour l'instant pour démarrer. Camille, un petit mot, puisque My Major Company a été un des pionniers aussi dans le développement de la finance participative.
Oui, en effet, on a été un des premiers sites français à se lancer dans le domaine, autour de la musique d'abord. Aujourd'hui, on est ouvert à tout type de projets, notamment des projets entrepreneuriaux sur le modèle du don contre don. Et on voit qu'en fait, c'est un modèle qui répond aussi à beaucoup d'attentes de porteurs de projets, notamment de porteurs de projets de TPE, qui ont besoin, parfois pas forcément de grands besoins capitalistiques pour se lancer, mais pour lesquels 5 000 € peuvent faire la différence. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est une démarche qui leur permet, outre de trouver des financements, d'obtenir d'autres bénéfices en termes de communication, d'acquisition d'un premier vivier de clients qui sont vraiment importants. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un stade dans le développement du financement participatif où ça devient de plus en plus pour des porteurs de projets une étape, une question, est-ce que je lance ma campagne ou pas ? En tout cas, voilà, c'est en train vraiment d'infuser du côté des porteurs de projets qui voient une belle opportunité de communiquer et à la fois de collecter des fonds. Et côté contributeur, je pense que voilà, petit à petit, ça va faire son chemin de infuser de plus en plus dans la société française. Et moi, je suis toujours quand même toujours surprise et toujours enthousiasmée à chaque fois que je rencontre des contributeurs de voir ce que ça peut représenter pour eux. La vidéo qui a été réalisée par le ministère de la Culture et diffusée lors de l'événement mardi qui visait à primer justement des serial contributeurs était très parlante de voir l'attachement qu'un contributeur peut avoir à un projet qu'il aura soutenu. Et je pense que c'est ça qui doit nous encourager à continuer tous justement à faire que ça devienne et ça continue à être un mouvement de fond. Merci, c'est vrai les chiffres sont significatifs dans le sondage de tout à l'heure. Les 56% de Français qui ont entendu parler du crowdfunding, il y a quelques mois, on a été à 30%, donc ça progresse. Et puis il y a aussi cette notion, je crois, on a évoqué le terme de consommateur, mais on parle aussi maintenant d'épargne acteur. Et le crowdfunding répond aussi à cette volonté-là. Marie, votre vision? Oui, absolument. En fait, on est dans un pays où il y a beaucoup d'épargne et où cette épargne, elle est massivement dans l'assurance vie, dans des livrets. Elle n'est pas du tout dans l'économie réelle. Donc on est dans un pays où les Français ont eu ce réflexe d'épargner pour leur vie au jour, mais sans penser à là où allait l'argent. C'est-à-dire que très souvent, on ne sait pas finalement exactement, on sait que l'argent il est à la banque dans des produits financiers, mais on ne sait pas exactement où il est, à quoi il a servi. Et donc cette tendance finalement du crowdfunding et ce qui était très intéressant dans le sondage d'avant, c'était de voir que finalement les principales motivations au crowdfunding, c'était d'une part de reprendre la main, de faire des choix soi-même, c'est-à-dire de comprendre là où on mettait son argent et de comprendre à quoi il servait, et ensuite qu'il y avait derrière un sens qu'on donnait, c'est-à-dire que soit on voulait contribuer localement à l'économie locale, soit il y avait un projet qui nous tenait particulièrement à cœur, mais il y a donc cette recherche de sens et cette recherche aussi de transparence, de savoir finalement mon argent, que la partie de l'épargne que je souhaite, à laquelle je souhaite pouvoir donner du sens et être acteur justement d'une participation à l'économie, j'aimerais pouvoir choisir là où vraiment cette partie-là, je la mets parce que c'est important pour moi. Et donc cette idée de redonner du sens à son investissement, à son épargne est extrêmement importante et on en a besoin. C'est-à-dire, c'est l'autre point que je voulais faire. On est dans une économie qui se transforme complètement, qui a donc avec cette nouvelle vague numérique notamment de nouveaux modèles économiques qui arrivent, une internationalisation massive de l'économie, des vieux modèles qui souffrent. Donc on doit réinventer notre économie et c'est nécessaire à ce titre-là de réorienter l'épargne des Français vers cette réinvention économique, vers cette reconstruction économique et c'est essentiel. Et pour rebondir sur ce que disait David, oui effectivement on aura toujours besoin de prêts pour les entreprises, mais il faut absolument que la structure de financement des entreprises françaises se rééquilibre vers plus de capital. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une économie où 92% du financement des PME se fait au travers de la dette. Le même chiffre aux États-Unis, c'est 20%, c'est-à-dire que les entreprises aux États-Unis se financent massivement par du capital. Et dans une économie numérique où il y a cette rapidité de cycle, où il y a ce besoin d'internationalisation, où il y a ce besoin d'innovation, on a besoin de capital et pas uniquement de dette. Donc il va falloir aussi rééquilibrer la structure de financement des entreprises vers pas uniquement des produits de dette, mais aussi plus de produits de capital.
C'est vrai aussi dans d'autres secteurs d'ailleurs, hein, sur les clean tech ou la santé, on est dans ces secteurs capitalistiques qui supposent ça. Absolument. On a parlé aussi d'économie collaborative, de réinventer des modèles économiques. L'économie collaborative, ça pose aussi d'autres questions qui sont aujourd'hui pas complètement abordées en matière de fiscalité, de modèle social qui accompagne ça. Alors, côté de porteur de projet, pour vous, le crowdfunding, ça s'est passé comment? Et puis, comment vous voyez ça dans cette société qui évolue? Bah alors, pour un entrepreneur et pour nous, on s'est porté vers le crowdfunding pour, je veux dire, 3 raisons principales. La première, c'est effectivement, quand on a un projet innovant, l'accès à des moyens. Dans notre cas, c'était la recherche de quelque chose comme 300 000 euros sur un projet qui n'existe, qui n'est pas une copie de quelque chose qui existe, donc où il faut convaincre sur le modèle, etc. C'est parfois compliqué d'aller convaincre des acteurs classiques du monde de la finance, que ce soit des banques ou des business angels. C'est toujours compliqué. Et on va dire, les communautés, on trouve toujours un écho à ce qu'on fait, parce qu'on trouve toujours des gens qui sont sensibles par un moyen ou un autre, et on va trouver justement des relais et des appuis là où ça n'existe pas, enfin où ça n'existait pas hier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la rapidité des cycles de financement. Sur Anexago, nous, on a trouvé les 300 000 euros qu'on cherchait en 7 ou 8 jours. C'est des cycles qui sont à peu près imbattables par tout autre acteur de la finance. Et puis la troisième, c'est d'avoir des investisseurs, au-delà de l'argent, des investisseurs qui apportent aussi du sens à ce qu'on fait. Je suis pas face à des investisseurs dont la seule motivation est effectivement la rentabilité, etc. Mais je suis avec des accompagnateurs de notre projet qui ont investi parce qu'ils y croient d'un point de vue financier, mais aussi parce qu'il y a ce capital sympathie, sûrement le partage de certaines valeurs. Et finalement, conduire un projet et avancer avec des gens qui partagent tout ça, ça met aussi en confiance et ça laisse augurer plutôt de bons lendemains. Donc voilà, c'est pour moi les 3 grands piliers qui nous ont amenés à opter pour ce choix-là. Ibrahim, pour votre projet. Oui, je répondis dans le même sens par rapport aux deux interventions. Je pense qu'effectivement, je pars du constat que, comme ça a été dit par Marie, on est dans un monde où il faut changer de paradigme. Et qui dit changement de paradigme, dit changement de modèle. Et je trouve que le financement participatif, c'est effectivement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de création d'entreprises, mais sauf que quand on est devant des financeurs, souvent, ce qu'on essaie de dire, c'est la viabilité du projet. Et donc, on essaie de voir l'historique du projet. Alors que pour avoir un historique, il faut d'abord créer. Et bon, il y a ce point-là, ce paradoxe-là que moi je trouve dans la réalité des choses. Secondo, c'est quand on est sur des projets du type, moi, le projet qui me concernait, et qui va dans la logique du financement participatif, c'est un projet qui va avoir un impact, parce que je pars d'un constat qu'on a une problématique face à laquelle la vraie problématique aujourd'hui, c'est quel impact on peut donner, parce que c'est le même principe que par rapport à l'économie, c'est-à-dire qu'on a en consensus, c'est des milliards et des milliards qui sont transférés des pays développés vers les pays en développement, que ce soit à travers les migrants, que ce soit à travers les projets de co-développement. Mais quand on arrive sur place, on se demande quel est l'impact de cet argent-là. C'est le même principe. Quel impact on veut donner à notre investissement. Et donc, dans ce sens-là, le crowdfunding va un peu dans ce sens-là. J'investis dans un projet parce que je vois l'impact que ça peut avoir. Je connais le projet, j'ai envie de soutenir et donc j'ai envie d'accompagner au-delà de donner simplement de l'argent. Troisième point, effectivement, ça permet à un entrepreneur qui démarre de pouvoir aussi tester son modèle ou son projet. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme disait Boris, moi, aujourd'hui, j'ai pu avoir 40 actionnaires et c'est des 46 actionnaires qui, aujourd'hui, quand j'ai un problème, je prends le téléphone, j'appelle et ils sont là. Et donc, effectivement, on s'entoure, on constitue son équipe, on est en face des gens qui n'ont pas là juste pour la rentabilité financière, mais qui sont là pour plutôt nous aider à avancer. Super, merci. Alors, on s'est bien autocongratulé. On est content du développement de la finance participative pour la création d'entreprises. Et on a maintenant, je crois, suffisamment de maturité pour pouvoir se poser quelques questions un peu plus problématiques, ou soulever quelques problématiques en tout cas. Alors, si on reste sur cette phase de la création d'entreprise et du lien et de l'apport du crowdfunding et de la finance participative, j'aimerais bien vous entendre aussi sur
les réserves peut-être, ou les conditions dans lesquelles ça peut marcher, les risques auxquels il faut être attentif, comment faire pour progresser sur ce chemin. David, Marie, David. Bon, nous, Réseau Entreprendre, on accompagne à peu près 800 entreprises chaque année qui sont des créations d'entreprises ou de la transmission ou des reprises partout sur le territoire, qui sont des futures PME puisqu'elles créent en moyenne 15 emplois à 5 ans. Donc on s'intéresse à l'écosystème de la création d'entreprise et de la reprise, et on s'intéresse aussi aux recherches qui sont faites par les chercheurs PME, PMistes. Ils aiment bien s'appeler les PMistes. Et alors il y a quelques constats qui sont très clairs. Stéphanie, le premier d'entre eux, c'est que plus on met, alors c'est une évidence, mais c'est quand même démontré par les chercheurs, plus on met d'argent au démarrage d'un projet, plus le taux de pérennité a des chances d'être élevé, enfin les chances de pérennité du projet ou de l'entrepreneur sont élevées. Mais aussi, ce qui est moins connu, c'est que la vitesse de création des emplois est supérieure et proportionnelle en fait à l'argent qui est mis au démarrage du projet, mais très significativement. Donc, nous, Réseau Entreprendre, on fait des prêts dits d'honneur, c'est-à-dire des prêts à taux zéro sans garantie, grâce à l'apport de BPI France qui contre-garantit nos prêts, qui sont en moyenne de 25 000 euros, 29 000 euros. Je voulais juste vous dire ça pour dire qu'on cherche, nous, donc on fait du prêt en création et pas du capital en création, mais ce qu'on cherche à faire, on a un peu de mal dans la façon dont le crowdfunding est organisé aujourd'hui, on chercherait à proposer à nos lauréats de doubler ce montant qu'on leur prête sans intérêt, sans garantie, par un prêt qui serait fait par une plateforme dans une logique un peu 1 pour 1 ou 1 pour 2. C'est-à-dire, toi, lauréat, on te prête 25 000 euros, on te donne aussi la possibilité de finalement mettre ton projet au vote de la foule, ce qui donne une légitimité complémentaire. Tu as la légitimité des chefs d'entreprise qui réunis entre eux, chefs d'entreprise chevronnés, qui réunis entre eux disent c'est un bon projet, c'est un bon porteur de projet, on y va. Et tu as en plus la légitimité de la foule qui double, qui triple ou qui multiplie la légitimité que tu vas avoir dans ton environnement. Il ne faut pas oublier qu'en matière de création d'entreprise, la légitimité de l'entrepreneur et la crédibilité de l'entreprise dans son environnement est quand même très fondamentale. Donc voilà, on cherche à mettre ça en œuvre. C'est pas simple aujourd'hui. Bon, ben, excuse-moi de ne pas avoir répondu à la question, Stéphanie. Mais ceci étant dit, je soulève quand même une vraie problématique. C'est quand même que malgré tout, on a encore des rigidités dans notre système, même si le crowdfunding est un truc formidable. Mais dans notre système de financement, c'est évident qu'il y a beaucoup de rigidités. Et malgré l'émergence de modes de financement alternatifs tels que le crowdfunding, ben, on n'arrive pas encore tout à fait à trouver les solutions. Ce qui est quand même dommage pour l'écosystème de la création d'entreprise. Alors, excuse-moi de ne pas avoir été tout à fait dans ton sujet, mais il me semble quand même qu'il y a une vraie problématique qui mériterait d'être étudié. Tu répondras tout à l'heure, Marie, sur les limites, les réserves ou comment progresser. Alors, je pense qu'il y a, dans les mécaniques de crowdfunding, en fait, on se retrouve avec des entreprises au démarrage avec beaucoup d'actionnaires, par exemple, pour parler de la thématique d'equity, ou en tout cas, ou de dette. Donc, ça veut dire que il y a forcément de la part d'un côté sur le niveau quand on est actionnaire, on a besoin d'informations, on a besoin d'exercer, on a un certain nombre de droits de vote, donc on participe à un certain nombre de décisions au niveau de l'entreprise, etc. Donc il y a deux sujets. Et pour là-dessus, il faut s'inspirer un petit peu de ce qui se passe au niveau de la bourse, qui sont comment est-ce qu'on peut arriver à articuler une bonne gouvernance quand on est une toute petite entreprise avec 45 actionnaires, par exemple, et un bon niveau d'information sans faire en sorte que le dirigeant, au lieu de passer son temps à développer son business, il passe son temps à expliquer à ses actionnaires ce qu'il est en train de faire. Et alors qu'il devrait vraiment passer son énergie ailleurs. Donc il y a un équilibre à trouver en termes de fluidité de la gouvernance, de bon niveau d'information, bonne fréquence de l'information à donner et mutualisation de cette information-là, parce qu'il ne peut pas appeler les 45 personnes à chaque fois, etc. Donc comment est-ce qu'on fait pour structurer finalement cette masse d'actionnaires minoritaires de manière à ce qu'il y ait un
contrat moral équilibré et même des engagements de part et d'autre qui soient sains, dans le sens où il y a suffisamment d'informations qui est donnée à un haut niveau et puis après qui se répand au niveau individuel de chacune des personnes qui a contribué au projet, et d'un autre côté une gouvernance qui d'une part prend en compte et donne un niveau de droit suffisant aux gens qui ont aidé à participer à ce projet-là, qui l'ont porté pour partie, mais sans pouvoir donner par exemple des droits de veto à on n'est jamais à l'abri d'un mauvais coucheur, on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui se passe. Donc il y a une question extrêmement importante de quel niveau d'information, quel niveau de gouvernance. Il y a d'autres choses qui sont qu'il faut pouvoir, la vie est longue, et quand on est sur des projets en démarrage, souvent l'engagement qu'on prend, on ne se rend pas compte à quel point il va être long dans la durée. Et donc il faut pouvoir se préparer, et là aussi c'est une question de flexibilité et fluidité, à qu'est-ce qui va se passer si les aléas de la vie font qu'on doit se désengager d'un projet ou le transmettre sa participation, etc. Donc il y a toute une fluidité qu'il va falloir prévoir dans la durée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est aux premières années du crowdfunding, et moi je pense que ça passera forcément par une évolution des plateformes qui permettra par exemple de faire des transactions en secondaire, de pouvoir racheter sur la plateforme des actions d'une entreprise, donc d'aller vers des espèces de mini-bourses du non-côté, parce qu'on va devoir finalement apporter un peu de liquidité à ce marché du crowdfunding à terme. Donc il me semble qu'à terme, on va devoir sophistiquer un peu ces plateformes-là, standardiser le niveau d'information qui doit être apporté et le niveau de contrôle qu'effectuent les plateformes a posteriori pour bien vérifier que les engagements pris, qu'il n'y a pas d'escroquerie, etc. Donc il y a un niveau de contrôle et d'information apporté pour faire en sorte qu'on soit dans un environnement sécurisé, qui est à contrebalancer avec un bon niveau de gouvernance et de mutualisation pour que le dirigeant, finalement, ça n'obère pas ses perspectives de succès sur son business parce qu'il passe son temps à gérer ses actionnaires au lieu de passer son temps avec son business, et prévoir ça dans la durée avec du coup des possibilités à terme de se revendre les actions, d'apporter de la liquidité, de la sophistication aux différents outils qu'on trouvera sur les plateformes. J'ajouterais juste en complément sur la question de la gouvernance que l'objectif aussi effectivement de faciliter la vie de l'entrepreneur et de ne pas obérer le développement de l'entreprise dans ses financements futurs. J'ajouterais aussi qu'il y a un enjeu aussi de protection des actionnaires minoritaires avec des acteurs qui peuvent ne pas avoir tout à fait les mêmes intérêts. Camille, de ton point de vue et du point de vue de MyMajor, sur quoi on peut progresser et on doit progresser encore, ou quels sont les risques auxquels il faut qu'on soit attentifs les uns et les autres? Alors il y a un premier point de vigilance et qui est aussi un peu une limite au financement participatif en don contre don, c'est que quand on est en don contre don, en reward based, on intervient sur des projets qui sont déjà à un stade de maturité assez avancé, puisque leur collecte doit pouvoir leur permettre d'effectivement lancer leur activité. Donc on n'est pas du tout sur de l'investissement au tout début du projet, on est sur des projets suffisamment mûrs, et donc il faut qu'on puisse nous se garantir, que la plateforme puisse garantir en tout cas aux contributeurs que ce degré de maturité est garanti, confirmé, certifié, voilà, qu'on puisse trouver les moyens d'aller juger la maturité de ces projets-là. Alors nous on a mis aujourd'hui en place une expérience, un partenariat qui nous permet notamment de garantir cette maturité aux projets qu'on accueille sur MyMajor Company, en tout cas une partie d'entre eux. C'est un partenariat qu'on a monté avec BGE, qui est un réseau d'accompagnement à l'entrepreneuriat, et je crois que justement il y a un vrai travail à faire avec les réseaux d'accompagnement à l'entrepreneuriat pour qu'ils s'emparent de cet outil qu'est le financement participatif, que ce soit en don contre don, que ce soit en equity, que ce soit en prêt. Je crois qu'aujourd'hui il est essentiel que ceux qui orientent nos entrepreneurs et les accompagnent connaissent tous les outils et toute cette palette d'outils qu'on propose aujourd'hui pour le financement. Donc ce partenariat qu'on a monté avec BGE est très très simple en fait. On a nous formé tous leurs conseillers, enfin une grande partie de leurs conseillers à ce que c'était que le financement participatif en don contre don, comment ça fonctionnait, quels étaient les prérequis pour qu'un projet puisse se lancer, pour que ce soit pertinent à son stade de développement de lancer une collecte, afin que ces conseillers en entrepreneuriat puissent justement le proposer de manière cohérente, pertinente et accompagner leurs entrepreneurs dans leur démarche de campagne.
Donc nous, ça nous permet effectivement d'avoir des projets dont on sait qu'ils sont qualifiés, dont on a la garantie du conseiller BGE, et c'est une corde supplémentaire à l'arc de ces conseillers qui du coup peuvent proposer de nouveaux axes de développement à leurs entrepreneurs. Donc voilà, le premier point pour moi, c'est effectivement nous assurer que les plateformes travaillent vraiment à garantir le sérieux de ces projets-là, et effectivement puissent ensuite effectuer un certain suivi pour nous assurer que les promesses sont bien tenues. Et un deuxième point donc, qui est vraiment inhérent à notre métier, mais qui se développera en même temps que de plus en plus de Français auront soutenu de projets, c'est que effectivement sur les projets de financement participatif en don contre don, on est encore beaucoup restreint au début, en tout cas par son premier cercle. C'est vraiment un travail de communication de bouche à oreille. On commence à s'adresser à ses proches, à ses réseaux, avant d'essayer de toucher un public de plus en plus large. Donc aujourd'hui, si on a une limite, c'est celle-là, c'est comment est-ce qu'on permet à nos porteurs de projets de s'adresser au mieux et de la façon la plus efficace à ce troisième cercle que sont les porteurs de projets. En revanche, voilà, je voudrais attirer aussi l'attention sur ce qui n'est pas une limite, mais ce qui est vraiment une plus-value du financement participatif en pré-vente, reward-based, don contre don, appelez-le comme vous voulez, on n'est pas tous d'accord sur l'appellation. C'est que ça va permettre à ces entrepreneurs déjà de minimiser leurs risques. Quand on parle de prévente, c'est finalement la plupart du temps le test d'un produit. C'est prévendre son premier stock, donc éviter de prendre le risque d'aller l'acheter à un fournisseur sans s'assurer d'avoir la clientèle qui suivra derrière. Et surtout, on parle vraiment de campagne de communication. Dans une campagne de financement participatif, c'est une campagne de communication, et c'est ça, quand on fait le bilan de notre expérience, de notre première année d'expérience avec BGE, le point qui en ressort le plus, c'est que ça a permis à leurs entrepreneurs non seulement de trouver des financements, un petit chiffre quand même sur les projets accompagnés par BGE sur My Major Company, on est à un taux de succès des campagnes de 75%, ce qui est bien au-dessus des taux de succès habituels en don contre don. Donc l'importance quand même de cette personnalisation. Donc voilà, c'est que ces entrepreneurs qui pensaient trouver là un complément de financement ou une bonne partie de leur financement se sont rendus compte qu'en fait c'était aussi pour eux la première occasion de penser leur offre, de penser leur marketing et de penser leur communication et d'aller s'adresser à leurs premiers clients, d'aller s'adresser aux médias. Et donc, ils en sont ressortis avec à la fois une campagne de financement réussie et une campagne de communication réussie, ce qui était un véritable apprentissage pour eux. Donc voilà, pour apporter à la limite aussi un peu des atouts de ce type de campagne. Alors, côté entrepreneur, Boris et Ibrahim, puisque vous avez vécu ça de l'intérieur, par rapport à ces questions qu'on a soulevées, les limites, les réserves, les difficultés, ou les axes d'amélioration, quel est votre point de vue à chacun ? Alors, je ne sais pas si c'est aujourd'hui des limites, mais en tout cas, c'est des points de vigilance. Il y a effectivement le sujet de la gouvernance et des bons outils de gouvernance quand on a, dès le début d'une entreprise, finalement, à gérer une quarantaine d'investisseurs. Comment on fait ? Moi, il y a aussi un sujet dont on n'a pas parlé pour l'instant, mais j'attends de voir un petit peu comment ça va se passer. C'est quel est le comportement de ces investisseurs et quelle est la psychologie d'investissement d'un petit investisseur comme ça. J'entends par là quand on investit des montants conséquents, 100 000, 150 000, 200 000 euros, au fur et à mesure de la vie de l'entreprise, on a quand même intérêt à récupérer cet argent-là. Dans le cas très concret à un moment donné, l'opportunité de vendre une entreprise. Bon, je suis investisseur, j'ai investi 200 000 euros dans une entreprise qui n'a pas décollé, mais j'ai à un moment donné une opportunité de revente où je récupère finalement ma mise. Je suis plutôt intéressé quand c'est un montant conséquent pour la récupérer. Quand je suis un micro-investisseur finalement, où je fais un pari en me disant c'est un coup de poker, soit je fais x100, soit je suis prêt à les perdre. Comment est-ce que, à un moment donné, dans la vie de l'entreprise, où on est face à ces décisions qui sont parfois délicates, comment est-ce que j'amène mes investisseurs à dire attention, là, il faut qu'on y aille ou on n'y va pas, et comment je gère en fait cette psychologie d'investissement qui, à mon avis, est très différente des investisseurs classiques jusqu'à présent. Donc c'est un point, à mon avis, à suivre et à vraiment étudier et avec lequel il faut gérer ça, quoi. Ibrahim, c'est difficile de gérer plein d'actionnaires. Moi, je dirais qu'il faut, dans l'innovation, il faut être pragmatique. Il ne faut pas mettre tout dans la même case. Je pense qu'on est devant un nouveau modèle et il faut s'adapter. Je pense que les plateformes, aujourd'hui, doivent se diversifier. Et en tout cas, ma compréhension du financement participatif, c'est avant tout, pour moi, c'est avant tout les valeurs.
C'est-à-dire qu'on choisit une plateforme en fonction de ses valeurs, mais en fonction aussi des valeurs qu'on porte. Et on finance un projet en fonction des valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, à la différence d'une banque qui va analyser des paramètres, quand on est devant un financeur participatif, il analyse la personne, il analyse l'impact du projet, il analyse des valeurs. Et donc je pense que ça, il faut effectivement encadrer les choses, mais je pense qu'il ne faut pas tout mettre dans les mêmes cases. Il faut laisser l'innovation émerger. Moi, j'ai choisi une plateforme, par exemple, pourquoi je l'ai choisie, Affectueuse. Ce qui m'a plu dans ça, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire financier. Donc, j'ai voulu faire un projet en co-construisant mon offre. C'est-à-dire que je n'avais pas seulement envie d'avoir un investisseur qui va investir dans le projet, j'avais envie d'impliquer les bénéficiaires de mon projet à la co-construction de mon projet. Et l'image et le message que j'ai fait passer, c'était ça. Vous investissez dans un projet où vous devenez acteur de ce projet. Et là, j'ai pu avoir la main libre sur ma campagne. J'ai mon avocat qui m'a mis en place mes contrats. C'est un très bon cabinet. Et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire pour tout cadrer. La plateforme, je passe par la plateforme juste pour un espace pour regrouper mes personnels. Et ma campagne, ma communication a consisté à dire, vous voulez investir, investissez tout ce qu'il veut, 25 €, j'ai pu lever 30 000 €, dont 23 000 à travers la plateforme. Donc, et je n'avais pas un produit à montrer. J'ai dit aux gens, c'est ensemble qu'on va faire. Et aujourd'hui, j'ai mis en place, ça se met en place, la volonté, c'est effectivement des gens qu'on ait mis 25 €, je parle de 25 € à 5 000 €. Et aujourd'hui, c'est un événement mensuel, un after-work, où on se retrouve, on dit, ce n'est pas de droit de veto, on est là pour avant tout faire avancer le projet. Je pense que si vous voulez avoir des rentabilités, et il n'y a aucun de mon entreprise aujourd'hui qui a mis, il y en a qui ont mis entre 3 000 et 5 000 €, et ils n'ont pas mis pour la rentabilité. Bien sûr, on attend, effectivement, moi, je pense que quand on a créé une entreprise, c'est qu'on attend une rentabilité, mais avant la rentabilité, c'est le succès d'abord. Parce que c'est quand l'entreprise... Et ça, c'est cette valeur-là. Moi, je pense donc qu'il faut effectivement encadrer, mais c'est surtout que les plateformes soient formées pour former les porteurs, effectivement, pour quels sont les risques ou quels sont les engagements qu'il faut prendre envers ceux qui vont investir, oui, mais vouloir tout cadrer de sorte à attirer l'innovation, je pense que c'est une erreur. Merci. Je pense que certains dans la salle prendront ça et écouteront ça avec attention. Alors, dernière question, qui est une question dont on ne parlait pas du tout il y a un an et qui est très nouvelle compte tenu des évolutions récentes, qui est celle du co-investissement et cofinancement entre les acteurs un peu plus traditionnels de la création d'entreprises et le crowdfunding. Ça a beaucoup changé en un an, à tel point, et je pense aussi là où on a quelques idées reçues à combattre. Chez WeSeed, par exemple, on a 3 projets qui nous ont été apportés par des fonds d'investissement pour qu'on investisse en crowdfunding en 2e tour. Donc là, on est dans une configuration, un schéma qui est absolument inattendu et pas du tout perçu dans le grand public ou même vis-à-vis des acteurs traditionnels où on imagine que le crowdfunding intervient avant les fonds d'investissement. Donc ce paysage change, la chaîne de financement change, la place aussi du coup du crowdfunding change. Comment est-ce qu'on peut faciliter le co-investissement, le cofinancement? On en a un petit peu parlé. Tu vas pouvoir reparler de faire du 1 pour 1. Est-ce que c'est une voie qu'il faut creuser et sous quelles conditions là aussi faciliter les co-investissements, les cofinancement entre les acteurs traditionnels et le crowdfunding? Qu'est-ce qui commence? David, tu veux du coup recompléter ce que tu as dit tout à l'heure? Moi, je trouve que l'expérience que vous avez menée avec BGE, elle est très intéressante. Ça ne s'adapte pas à nous, Réseau Entreprendre, parce que les montants sont pas assez significatifs encore aujourd'hui par rapport à nos types de projets, mais le sentiment que j'ai, c'est qu'effectivement, il y a un truc à inventer et qu'aujourd'hui, il y a des initiatives, il y a des expérimentations, mais enfin, il n'y a pas de truc quand même de ligne directrice majeure qui sort, quoi.
Donc, je pense qu'il faut expérimenter. Nous, on se tâte beaucoup. On discute avec les autres réseaux associatifs, que ce soit BGE, que ce soit Initiative France Initiative, ou l'ADI, et tout le monde réfléchit là dans son coin, et même collectivement, on n'arrive pas à trouver la bonne porte d'entrée. Et c'est dommage. Parce que l'écosystème de la création d'entreprise, puisque c'est quand même le sujet là de notre table ronde, l'écosystème de la création d'entreprise, c'est pas que dans les très grandes villes, et ce n'est pas que des projets innovants, ça se passe aussi dans les campagnes, ça se passe aussi dans les territoires ruraux, semi-urbains, dans les périphéries. C'est pas forcément des projets qui sont super innovants par la technologie qui est employée, ils peuvent être simplement innovants par le process, ou simplement le moteur de l'énergie de l'individu, de l'entrepreneur qui a envie de casser la baraque. C'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas qu'un écosystème de capital, mais il y a aussi beaucoup et essentiellement du prêt. Donc il faut expérimenter des trucs. Et nous, on n'arrive pas à trouver tellement la solution. L'expérimentation de BGE, de la voix de BGE que j'en ai entendu, c'est positif, mais c'est pas encore tout à fait ça. Mais on regarde tout ce qui se passe avec beaucoup d'intérêt, nous, les acteurs des réseaux associatifs. Voilà. Marie, l'écofinancement, l'éco-investissement, ou l'entrée de futurs actionnaires d'ailleurs. Nous, en tant que capitaux risqueurs, on a globalement l'habitude de travailler déjà avec des business angels. Donc, en fait, pour nous, c'est comme si on avait beaucoup de business angels autour de la table. Et la question, du coup, est assez classique. C'était ça. On revient à toutes ces histoires de gouvernance et de faire en sorte que finalement on arrive à trouver un bon équilibre entre tous les différents acteurs de l'entreprise qui fassent en sorte que les bonnes décisions soient prises pour l'entreprise. Le vrai sujet, c'est d'avoir des boîtes qui fonctionnent et d'aligner les intérêts de tout le monde vers la croissance et vers le succès de l'entreprise. Donc, mais la question de l'alignement des intérêts est cruciale parce qu'on a quand même des profils d'investisseurs assez variés finalement aujourd'hui dans des tours de table d'entreprise. Modulo la question de la gouvernance parce que ça se règle par des outils ou des modes de structuration. En fait, on vient à la question de Boris, c'est-à-dire qu'un business angel professionnel avec lequel on avait l'habitude de travailler, clairement, on avait des intérêts à peu près alignés et un horizon de temps qui pouvait un petit peu varier, mais qu'on arrivait à peu près à gérer. Après, il y a la question effectivement, est-ce que cette nouvelle catégorie d'investisseurs qui finalement investit moins d'argent et du coup a cette idée de moi c'est tout ou rien, finalement c'est pas très grave, est-ce que ça changera vraiment la donne? Mais je pense que si on arrive à mettre en place une gouvernance où il y a un certain nombre de représentants qui peuvent parler en leur nom et qui arriver à faire en sorte de réunir les votes et de créer des majorités à l'intérieur de ces différents acteurs-là, et que les choses sont dites, parce que c'est vrai que toutes les situations sont différentes et qu'il faut pas. Chaque entreprise aura sa propre histoire, aura son propre rationnel d'investissement derrière elle, et que finalement, ça veut dire qu'il faut juste se mettre autour de la table et faire en sorte, au moment où il y a cet investissement-là qui se produit, qu'on y arrive. Et il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Donc, ça veut dire que ça doit être quand même pensé en avance de phase, parce que sinon, ça peut être vraiment quelque chose qui fait finalement ne pas se faire la transaction. C'est si le fait d'arriver à se mettre d'accord est trop compliqué, c'est toujours un très mauvais signal, et donc les choses ne se font pas. Alors il y a quand même un mode de fonctionnement de certaines plateformes de syndication via des holdings qui règle quand même pas mal de questions sur la gouvernance et sur cette question-là. En fait, ça les reporte au niveau de la holding. Oui, mais du coup, c'est pas le porteur de projet qui les subit, quoi. C'est non, mais elles restent les mêmes. Donc de manière générale, c'est important effectivement d'aligner les visions et les intérêts, quoi qu'on fasse à chaque fois, quoi. Merci Marie. Camille, sur l'éco-financement, alors peut-être pas l'éco-investissement, l'éco-financement en tout cas. Nous, c'est essentiel à notre activité. On n'intervient jamais seul quand on permet le financement d'un projet en don contre don. Et voilà, juste en deux mots, donc ça peut permettre, et ça a permis à de nombreux projets de bénéficier d'un effet levier justement sur des prêts, par exemple. Très simplement parce qu'ils arrivaient avec
ils arrivaient auprès de leur banquier avec non seulement un apport plus conséquent que celui qu'ils avaient prévu initialement, mais également des premiers clients et des premiers clients a priori fidèles, parce qu'on connaît le prix d'acquisition d'un client, le fait d'avoir des clients fidèles, c'est quand même essentiel au début d'une activité. Donc ils arrivent avec un capital qui est beaucoup plus grand que simplement le financement qu'ils ont obtenu. Donc voilà, on a eu aussi bien des exemples de personnes qui ont obtenu un prêt grâce à ça que des personnes qui ont obtenu un prêt plus important que celui qui était prévu initialement. Donc pour le financement participatif, voilà, c'est à la fois le cofinancement est essentiel à ce qu'on fait et en même temps ça nous permet de donner une visibilité supplémentaire, une chance supplémentaire à nos porteurs de projets. Alors du côté des entrepreneurs, vous avez été confrontés à ces problématiques ou questions de co-investissement ou de cofinancement. L'un ou l'autre, vous n'êtes pas tout à fait dans la même situation, mais votre vision à chacun. Nous, à ce stade, pas vraiment. Encore qu'on a effectivement des vrais business angels professionnels qui ont investi des montants plutôt entre 40 et 50 000 euros. Et d'autres personnes, et j'ai un exemple qui est assez parlant, puisqu'on a un de nos stagiaires qui a investi en tant qu'actionnaire donc dans l'entreprise pour un montant plutôt entre 1 500 et 2 000 euros. Donc on a quand même différents publics. Ça a posé aujourd'hui de problème à personne. Après, on verra effectivement au tour suivant ce qu'en disent les nouveaux entrants. Mais je crois que tout a été à peu près dit dans l'idée de toute manière, la clé c'est de rassembler effectivement, de fédérer et d'aligner les objectifs de chacun en prenant en compte ceux qui veulent créer du sens, ceux qui veulent une rentabilité à court terme, d'autres qui ont des avis en termes de timing un peu différents. Donc voilà, la clé sera effectivement d'aligner les objectifs de chacun et une vision. Alors Ibrahim, en quelques mots pour qu'on ait un peu de temps avec la salle, vous avez eu un fonds d'amorçage en complément, un prêt d'honneur, donc vous avez pratiqué ce cofinancement. Tout à fait. Donc moi, comme disait notre président Réseau Entreprendre, qui était le premier réseau à m'avoir fait confiance, j'étais même doublement lauréat avec leur dispositif Entreprendre autrement, parce que j'ai été financé par Réseau Entreprendre Innovation et puis par un partenariat avec la Fondation Amber. Je viens d'avoir un autre prix. Et ça rejoint un peu ce que disait le président, c'est-à-dire qu'il faut privilégier, en tout cas, créer ces ponts entre les plateformes et les réseaux. Et je pense que la plateforme affectueuse, effectivement, c'est ça qu'ils essaient de faire. C'est-à-dire qu'ils prennent des projets qui sont labellisés par des dispositifs d'accompagnement et ils ne sont pas intermédiaires financiers. Donc, à partir du moment où un projet est considéré crédit labellisé en quelque sorte. Donc moi quand j'ai vu le projet, j'étais lauréat Réseau Entreprendre, lauréat Val-de-Marne Active et donc il n'y avait pas. C'est sur ces critères-là que mon projet a pu être accepté sur leur plateforme. Après le fait que j'ai pas à retrouver un holding pour essayer de revoir ma vision, ma stratégie, je disais que il me faut juste un très bon avocat qui essaye de mettre en place un cadre qui permette aux actionnaires de pouvoir se retrouver et de limiter les risques. Et à l'issue de ça, maintenant, effectivement, la plateforme permet d'avoir un espace où chaque actionnaire ne va pas appeler de gauche à droite 43. Effectivement, il y a une plateforme collaborative qui permet je pense que c'est ça le rôle de la plateforme, en tout cas tel que je l'ai choisi. Maintenant, en termes de peut-être un second tour, parce que c'est un projet qui va avoir besoin de financement. Mais quelques secondes, parce que le temps tourne. Je reviens à ce que disait Marie. Effectivement, je pense qu'il faut allier vision et impact. C'est-à-dire qu'en second tour, il faut choisir ses actionnaires, c'est tout. Merci Ibrahim. Alors on a quelques minutes pour des échanges et des questions ou réponses avec la salle. Il y a des micros qui tournent. Oui, bonjour, Patrick Andouche, Business Angel France. Moi, je voudrais bien savoir s'il y a une différence de profil des crowdfunders en fonction du prêt, de l'equity, du don, de l'immobilier. Bon, on va répondre. Merci pour la question, Patrick. Alors, on ne connaît pas encore complètement les profils des souscripteurs des autres plateformes où on ne se connaît pas encore suffisamment en termes de typologie de souscripteurs. Ce que je constate chez WeSeed, c'est qu'on est en majorité très calé avec les résultats du sondage, donc plutôt une majorité d'hommes, même si les femmes commencent à venir au crowdfunding, et c'est bien qu'il y ait des femmes aussi dans les plateformes. Donc c'est une majorité d'hommes plutôt. Alors côté investissement en capital, c'est plutôt des gens un peu plus que 35 ans. Hein. Chez WeSeed, c'est plutôt 35-45 ans. Et les tickets moyens évoluent fortement. Et je pense que ça c'est assez commun au niveau des plateformes d'equity.
il y a pour l'instant assez peu de recoupement entre des souscripteurs plateformes de dons et en equity, en tout cas chez WeSeed. Je pense qu'on pourra en retrouver davantage entre des plateformes de prêt et d'equity. Et sur la question du financement de projets immobiliers, là on est dans une logique aussi plutôt de diversification de portefeuille avec des recherches de retour sur investissement différentes. Où sur l'equity on est sur de la recherche de la performance risquée. Sur du prêt, on est plutôt sur de la recherche de rentabilité à plus court terme, de même que sur l'immobilier. Sur le don, on est sur de la recherche d'un retour un peu plus moral peut-être. Donc il y a quand même une grande diversité des stratégies. Une autre question? Oui, monsieur et monsieur. Ouh là là, et monsieur tout au fond. Une question. Waouh. Bon bah les trois autres, ça sera au buffet. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, monsieur? Alors, Xavier Maury, je suis accompagnateur de jeunes entreprises. Est-ce que les propositions de Mme Eklund pourraient se retrouver rapidement dans la charte de financement participatif? Bah oui. On va essayer. Je vois Nicolas qui fait oui de la tête, donc... Bon, comme elle était hyper rapide, celle-là, on va pouvoir en prendre une autre. Monsieur ou monsieur? C'est moi. Bon, Laurent Ferté, je suis conseiller en investissement financier. Je m'interrogeais sur le fait de savoir si le crowdfunding ne pourrait pas trouver sa place dans ce que les gens appellent la vallée de la mort, c'est-à-dire entre les très petites entreprises et celles qui ont les moyens d'aller en bourse. Il y a un passage très difficile qui est au milieu. Et là, vous semblez orienter le crowdfunding uniquement sur les projets. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour ce type de société? Merci. Si, bien sûr, au contraire, et d'autant plus avec la nouvelle réglementation qui nous permet à la fois en prêt et en equity de financer des projets jusqu'à 1 million d'euros. On est vraiment sur le trou de la raquette. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de cordes dans la raquette, hein, mais on est vraiment sur cet equity gap ou ce problème de financement, encore plus avec le prêt où on peut avoir des compléments.